Le taureau par les cornes, proposition paysanne. C'est la chronique de la Confédération paysanne de l'Ain. 15 minutes par mois pour se pencher sur des questions agricoles avec des paysans et paysannes de l'Ain. Bienvenue à toutes et tous. Bonjour, je suis Marie, animatrice à la Conf de l'Ain et je reçois tous les premiers mardis du mois à l'antenne de Radio B un ou une membre de la Confédération paysanne ou de son réseau. Aujourd'hui, je reçois Xavier. Bonjour. Bonjour à tous. Xavier, tu es un habitué de Radio B, mais je le rappelle quand même pour les auditeurs et auditrices, tu es éleveur de vaches à Confrançon et porte-parole de la Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce que tu as souhaité aborder aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc, ce qui était important d'évoquer auprès de tous les auditrices et tous les auditeurs de Radio B, c'est un peu le contexte dans lequel on est et qui est un contexte de recul environnemental sur tous les plans. Et voilà, le resituer dans la dynamique qui est la nôtre depuis de nombreuses années, qui est une dynamique de libre-échange. Parce qu'en fait, pour moi, ces deux questions sont liées finalement. Lié comment ? Simplement parce que, vous voyez, le libre-échange, c'est simplement la mise en concurrence de l'ensemble des agricultures du monde, dans un contexte de réduction des droits de douane pour tous les produits, et avec comme idéologie, une séparation, une répartition des moyens des productions selon les États et selon les situations géographiques et particulières de l'ensemble des États, avec pour objectif de produire au moindre coût finalement, et donc une allocation des richesses qui en découlent, donc avec plein de difficultés, plein de problèmes par rapport à ça, et pour l'agriculture spécifiquement, un problème particulier qui est en fait le moins-disant environnemental, puisque les produits mis en concurrence partout dans le monde, ils tirent leur avantage comparatif principalement des dégâts que l'on fait peser sur la planète en général, et plus spécifiquement, on va parler par exemple de l'utilisation des pesticides, et on y reviendra tout à l'heure, mais par exemple la déforestation aussi de la forêt amazonienne, mais par exemple l'utilisation de ressources en eau qu'on n'a pas dans certaines zones. Je pense au sud de l'Espagne par exemple, quand il s'agit de la production de légumes qui aujourd'hui est majoritairement produite là-bas pour l'ensemble de l'Europe. Voilà. Donc en fait, ces avantages comparatifs, cette concurrence généralisée, elle s'appuie vraiment sur des dégâts qui sont faits sur notre planète et sur notre capacité finalement à habiter, et pèse sur la capacité qu'on aura d'habiter cette planète dans le futur. Et c'est pour ça qu'on s'y oppose fermement. Et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup mobilisé sur le Mercosur, contre le Mercosur. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup mobilisé contre l'ensemble des accords de libre-échange qui nous ont été imposés depuis de nombreuses années. C'est pour ça qu'on s'est opposé, par exemple, à la suppression des droits de douane dans le cadre du GATT, puis dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, puisque le GATT, c'est l'ancêtre de l'OMC. C'est un peu vieux, mais voilà, on est toujours dans cette dynamique-là. Voilà. Et donc très spécifiquement, vous voyez, il y a eu de nombreuses mobilisations agricoles contre les accords du Mercosur ces derniers temps, parce qu'effectivement, ces accords du Mercosur, ils vont mettre en danger les pans entiers de l'agriculture française. Finalement, ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est de la réponse du gouvernement et des autorités européennes à cette problématique du libre-échange et à ces moins-disant environnementaux qui sont le principe de base finalement de ces accords. Oui, tu le disais, du coup, tous les syndicats se sont mobilisés contre la signature de l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Il y a eu aussi de nombreuses mobilisations récemment contre la gestion française de la dermatose nodulaire bovine. On en a parlé dans une chronique récemment. Et donc, la réponse du gouvernement, là, il y a quelques jours, quelques semaines, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui annonce une loi d'urgence agricole. Qu'est-ce qu'on sait actuellement du contenu de cette loi ? Alors, on la connaît pas dans le détail, mais ce qu'on sait, c'est que finalement, la FNSEA et son président Arnaud Rousseau, directeur général d'Avril, on va dire, pratiquement, et donc qui est une grosse multinationale de l'agroalimentaire, est allé faire ses courses chez M. Lecornu. Et donc, on a évidemment déjà des bribes
d'informations par rapport à cette loi d'urgence qui vise simplement à continuer dans la logique d'industrialisation de l'agriculture et donc à redonner finalement, c'est le discours qui est tenu de la compétitivité à l'agriculture française sur tout un certain nombre de points et en particulier cette question environnementale qui est centrale pour nous et qui a des répercussions sur la santé évidemment. Voilà, l'environnement c'est nous, on en fait partie, on n'est pas extérieur et donc du coup la santé des gens, mais aussi la biodiversité, mais aussi les impacts sur la qualité de l'eau et donc après sur la santé aussi. Enfin tout ça est lié et en fait on veut assouplir les quelques réglementations, les quelques avancées qu'au fil du temps nos sociétés ont construites, dont on a convenu ensemble collectivement. Moi j'insiste beaucoup là-dessus. Voilà, je veux parler par exemple des lois qui encadrent l'expansion des élevages industriels parce que ils ont un impact direct sur leur environnement proche, sur la quantité de nitrates, par exemple, qu'on va épandre sur les terres. Et donc, il y a des plans d'épandage. Quand on atteint un certain seuil, on doit demander des autorisations qui obligent l'ensemble qui obligent l'élevage en question à répondre à un certain nombre de critères environnementaux qui sont très importants pour la qualité de vie de tous. Je veux parler de l'utilisation des produits phytosanitaires avec les zones d'exclusion, par exemple, avec la réduction des doses, avec la réduction de l'IFT. On rappelle Ecophyto, par exemple, qui avait pour objectif de diviser par 2 la consommation de produits phytosanitaires en France et donc qui a mis en place un dispositif qui n'a pas réussi, qui n'a pas eu les effets escomptés. Donc voilà, c'est tout un ensemble que le gouvernement veut aujourd'hui assouplir pour permettre finalement à l'agriculture, encore une fois, de rechercher la compétitivité par rapport aux marchés internationaux. Et on pense, nous, que c'est une fausse bonne idée, que c'est vraiment même une catastrophe et qu'on entérine une évolution agricole qui va vers plus d'industrialisation, moins d'agriculteurs, moins de diversité, moins de qualité de produits et la santé des concitoyens remise en cause. Voilà. Cette loi d'urgence agricole, et donc, que tu viens de décrire brièvement, elle arrive en même temps que 2 autres choses. Une deuxième tentative par Laurent Duplomb, sénateur auvergnat, de déposer, son intention de redéposer un nouveau texte visant à réintroduire l'acétamipride, donc un néonicotinoïde qui n'a pas été autorisé dans le cadre de la loi Duplomb 1 l'année dernière, mais en même temps aussi que le paquet législatif omnibus à l'échelle européenne. Et ça, qu'est-ce que c'est concrètement ? Voilà, c'est très important parce que en fait, c'est un ensemble de décisions qui remettent en cause les acquis, encore une fois, ou en tout cas les avancées qu'on a pu avoir au cours des dernières années. Donc, Laurent Duplomb, effectivement, sénateur auvergnat, nous avions fait une belle manifestation en juin dernier, en juillet dernier, plus exactement, puis devant sa permanence, avec beaucoup de monde, parce qu'en fait, il souhaite réautoriser l'acétamipride, qui est un insecticide néonicotinoïde qui est utilisé pour la production de betteraves et qui, pour lui, est indispensable à la production de betteraves. Or, en fait, il y a des alternatives, il y a moyen de faire autrement. Donc voilà, c'était important de marquer ça et c'est un désastre pour les abeilles, pour l'environnement et pour la santé des gens. On voit qu'il y a d'une façon générale une multiplication des cancers qui est due vraiment à ces facteurs environnementaux et donc du coup à l'utilisation des produits phytosanitaires. La loi Omnibus, elle va exactement dans le même sens et puisque très précisément, elle propose de remettre en cause le réexamen des autorisations d'utilisation de certains pesticides, puisque vous savez que les auditeurs le savent ou le savent pas, que jusqu'à présent, tous les 15 ans, certaines matières actives devaient revenir avec un dossier d'autorisation, de demande d'autorisation, avec les études d'impact afférentes et tout ça. Alors, il faut être très clair aujourd'hui. En plus, ces autorisations de produits phytosanitaires ne sont pas du tout satisfaisantes. Fonctionnent. Notamment, les effets cocktails sont très peu étudiés. Enfin, il y a tout un tas. Les études sont fournies par les obtenteurs eux-mêmes et donc
pas très objective. Enfin, il y a plein de problèmes à l'obtention de ces produits phytosanitaires, à l'utilisation de ces produits phytosanitaires. Et donc, il était important que à espace régulier, on puisse réexaminer parce que du coup, on peut s'apercevoir des problèmes que pose leur utilisation a posteriori au moins. Et donc du coup, là, ça entérine carrément l'autorisation ad vitam aeternam de certains pesticides. Et donc c'est vraiment une catastrophe. Hein. Toutes les associations qui s'occupent des malades du cancer ou scientifiques de l'environnement le disent, quoi. Enfin voilà, très clairement, il y a un refus de ce paquet omnibus et il y a un refus de cette proposition de la Commission européenne. Donc voilà, il s'agira d'être précis, d'être fort là-dessus et de ne pas lâcher. Et je pense que voilà, ces deux éléments sont vraiment la même face d'une pièce, c'est qu'on va vers le détricotage, encore une fois, des avancées, des maigres avancées qui sont imparfaites du point de vue de la protection de la santé et de l'environnement. Et donc, il ne faut pas laisser faire ça. Et la Confédération paysanne s'inscrit vraiment dans un projet complètement différent d'une agriculture paysanne, d'une agriculture diversifiée, d'une agriculture insérée dans la nature, dans la biodiversité cultivée et naturelle. Et donc, voilà, il faut vraiment... Il y a moyen de... C'est possible de faire autrement. Les solutions existent. Hein, voilà, c'est ça qu'on va... Je vais insister. Il faut effectivement lutter, c'est très important de se mobiliser pour contrer cette nouvelle attaque sur notre santé. On a tous et toutes, on est nombreux en tout cas à avoir en mémoire la mobilisation contre la première loi du plomb, la pétition qui a rassemblé à l'été 2025 plus de 2 millions de signatures. Cette pétition avait permis d'ouvrir un débat à l'Assemblée nationale sur cette loi. Il a eu lieu le 11 février dernier et malheureusement ça n'a pas donné grand-chose et globalement le gouvernement parie sur l'essoufflement de la mobilisation citoyenne. Mais ces menaces sont trop graves, la mobilisation est déjà importante. Nous, la Conf, on a appelé à se mobiliser au début du mois de février, les 7 et le 8, aux côtés de Cancer Colère, du collectif Nourrir, des Médecins du Monde et de bien d'autres. En tout, ce sont plus de 80 organisations paysannes, écologistes et syndicales qui ont appelé à faire entendre ce slogan « Nourrir, pas détruire ». Une nouvelle pétition contre la loi du plomb 2 a été postée sur le site de l'Assemblée. Il est vraiment très important de faire entendre sa voix pour contrer ces reculs. Absolument. Notre leitmotiv à la Confédération paysanne, c'est que l'agriculture est une chose trop sérieuse pour être confiée aux seuls agriculteurs et que c'est une question très large qui concerne l'ensemble des citoyennes et des citoyens, qui a des impacts directs sur un bon nombre de sujets. On a cité la santé, l'environnement, etc., évidemment, parce que ça nous tient à cœur. Et donc, effectivement, un très large collectif s'est mobilisé autour de la loi du plomb. Les 2 millions de signatures, c'est remarquable, c'est jamais atteint, et en aussi peu de temps. Donc effectivement, même si le débat à l'Assemblée nationale n'a pas débouché sur quelque chose de concret, je pense que c'est un élément important dans les discussions qui vont être à venir à l'Assemblée dans les semaines à venir. Et il y a une nouvelle pétition et voilà, on invite vraiment tout le monde à se mobiliser pour y participer. Et puis il y aura certainement d'autres rendez-vous de mobilisation. On sait qu'on est là dans une période d'élection municipale, donc c'est pas très simple, ça nous simplifie pas la vie du point de vue de ces mobilisations, mais sans doute